Apple, à chaque fois, ils sont arrivés après d'autres marques, mais ils ont rajouté un petit truc, et eux, en rajoutant ça, vont sortir du lot, être sur une stratégie océan bleu. Et donc l'idée, c'est d'apporter une solution complémentaire, quelque chose en fait que peut-être les autres ne font pas, quitte à sacrifier des choses que les autres font. Bon, concrètement, comment on fait pour mettre en place cette stratégie océan bleu? Bienvenue dans cet épisode où nous allons parler de stratégie et en particulier de stratégie océan bleu. Alors, dans quel contexte nous allons aborder cette notion de stratégie océan bleu? C'est lorsque on a un projet de création d'entreprise, par exemple, ou de création de produit ou d'une offre, et on va réfléchir à la stratégie de mise sur le marché de cette offre et comment on va se différencier, notamment de la concurrence. Alors en fait, pour moi, c'est pas forcément une question de concurrence au début ou pas. C'est déjà, je suis en train de réfléchir mon offre. Imaginons, je vais ouvrir une salle de sport. Quelle salle de sport? Où est-ce que je vais la situer? Quel matériel je vais mettre dedans? Pricing? Qui va venir dans ma salle, etc. Tous ces éléments, ce sont des choses qu'on va réfléchir dans le contexte de cette stratégie. Les concurrents sont juste des informations, de la data qui va nous Oui. servir dans notre réflexion. On n'est pas en train de parler de se différencier, pas se différencier, etc. Quand on réfléchit déjà de stratégie, il faut déjà se dire c'est quoi les données des concurrents, c'est quoi les données qui existent sur ce marché ou cet usage ou ce besoin, et puis on va commencer déjà par là. Exactement. De toute façon, de manière très claire, hein, la stratégie, qu'est-ce que c'est? La stratégie, c'est la liste des actions que l'on va faire et établie dans un plan d'action que l'on va faire pour réussir à croître en fait sur ce marché. Et effectivement, bah, le positionnement est un sujet, le tarif est un sujet, les caractéristiques de l'offre sont des sujets. Et tout ça, en fait, comme tu le dis très bien, les concurrents permettent de se positionner finalement et de comprendre le marché d'une certaine manière. Bah, en fait, ça nous donne de l'information, alors que si on prend pas ça, bah, en fait, on part de zéro. On va aller à l'intuition. Et l'intuition, bah, des fois, c'est... des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. La donnée, il y a plus de chances que ça marche. Et au moins, si ça marche pas, on sait pourquoi. De toute manière, on ne peut pas faire de stratégie sans analyse. Et donc, l'analyse passe par avoir de la donnée, évidemment. Exactement. Et donc du coup, bah, cette notion, donc stratégie, océan bleu, peu importe, voilà, elle va intervenir justement au moment où on va réfléchir notre offre. C'est là où, une fois qu'on a récolté toutes nos datas, c'est là où on va utiliser ces datas. Et donc c'est comment on va l'utiliser qui va nous faire qu'on est en stratégie océan bleu ou océan rouge. Exactement. En fait, quand on prépare du coup une stratégie comme ça pour mettre un produit sur le marché, une offre sur le marché, qu'on soit une entreprise existante ou en création, la question qui va revenir à chaque fois, c'est comment je me différencie? Qu'est-ce qui fait que mon offre est différente de celle des autres? Moi, je me souviens pas quand on a pensé à nos offres, en fait, d'avoir pensé comment je me différencie. Je me disais surtout, qu'est-ce qui va faire qu'on va me choisir moi? Effectivement, c'est une autre façon de se poser la question sur la différenciation, même si le terme différenciation n'est pas celui qu'on a en tête. À partir du moment où on se dit bah, comment moi je vais faire pour attirer des clients, comment ils vont me remarquer, etc. Tout ça, en fait, ce sont des sujets effectivement de différenciation finalement. Et du coup, il y a deux façons de traiter la différenciation. La première façon, c'est de dire je suis moins cher, je fais mieux telle chose. Tu parlais de salle de sport tout à l'heure. J'ai une salle plus grande, mieux climatisée. Ouais, j'ai Euh, le dernier sauna à la mode, les derniers matériels, etc. Exactement, mes douches, elles sont jamais en panne, etc. Ils sont jamais en panne. Ah, super différenciation, dis donc. Tu peux au moins mettre des douches, j'en sais rien moi, AG, des trucs C'est ça. bien quoi, jamais en panne, youpi. Mais grosso modo, tout ça, en fait, c'est de la comparaison aux autres. On fait mieux, on est moins cher, etc. C'est de la comparaison aux autres et c'est ce qui s'appelle l'océan rouge. C'est-à-dire qu'on va sur un marché, là où il y a déjà des personnes. Chacun vont faire des choses différentes, des caractéristiques d'offres différentes. Nous, on arrive avec des caractéristiques aussi qui sont bah, différentes, plus chères, moins chères, etc., etc. On va rester finalement sur le même produit, sur le même service. Et c'est ce qui s'appelle du coup travailler dans un océan rouge. Mmh. Pourquoi rouge? Tout simplement parce que la bataille, comme on dit, concurrentielle, elle est sanglante, d'où l'idée d'océan rouge. Et du coup, l'autre type de différenciation, là où on va vers un océan bleu, c'est quand on va chercher à avoir des caractéristiques supplémentaires qui vont être radicalement différentes de ce que proposent des concurrents, quitte à abandonner, on va y venir, certaines caractéristiques
du marché principal. Océan Rouge, pour ta salle de sport, ce serait de dire, bah voilà, je crée une nouvelle salle avec un nouveau nom. Donc cette salle, je vais choisir des caractéristiques particulières. Donc peut-être que je vais avoir des machines très haut de gamme d'une marque de constructeur de machines de sport qui est réputée comme étant les meilleures machines de la planète. Du coup, bah, vu que ce sont les meilleures machines, je vais mettre un tarif qui est un peu plus élevé. Je vais dire que c'est une salle de sport premium où en gros, je veux que les stars rentrent dans cette salle, etc. Avec potentiellement le service complet, le coaching de sportifs avec les meilleurs coachs sportifs, etc., etc. Ok, des videurs? Peut-être. Et du coup, si je voulais travailler la stratégie Océan Bleu sur cette idée-là, par exemple, j'enlèverais toutes les machines de la salle de sport. Et en fait, une des choses, par exemple, que les gens n'aiment pas au sport, c'est le temps que ça prend. C'est le fait de devoir souffrir pendant plusieurs minutes, voire heures, etc. Moi, je ferais une salle de sport toute petite où quand on rentre, en fait, on se fait endormir. Et derrière, on nous met des électrodes dessus. Ça travaille les muscles sans qu'on s'en rende compte. Et quand on se réveille, hop, on a fait notre sport et on peut sortir. C'est complètement bidon, hein. Ok. Ça peut être effectivement de dire, bah voilà, je vais faire une salle de sport qui est aussi un salon de thé. Où on peut amener les enfants et les enfants peuvent On peut s'amuser pendant que pédaler les pendant parents. qu'on prend le thé. Voilà, où on peut Ouais. pédaler pendant qu'on prend le thé, effectivement. Ce qui m'embête dans les salles de sport, c'est le d'attendre en fait quand je veux changer de machine. Pourquoi pas faire une sorte d'ascenseur là qui fait bouger la machine. Moi, j'arrive, je suis à un seul endroit et puis la machine elle monte. Puis je peux choisir ma machine. Effectivement, ça, c'est des idées innovantes intéressantes. Bon, avec ces quelques exemples qu'on a pu donner, en fait, ce qu'on voit dans les caractéristiques de l'océan bleu, c'est qu'il y a des croisements finalement de différents marchés pour pouvoir réussir à faire ce genre de choses. Donc, il y a ces notions de croisement et effectivement aussi de renoncement. Et ça, c'est un sujet qui te tient à cœur. Donc, est-ce que tu peux expliquer cette notion de renoncement? Effectivement, quand on réfléchit en fait stratégie océan bleu, il faut pas se dire qu'on va faire exactement tout ce que font les autres. Dans ton exemple de tout à l'heure, là, tu voulais retirer les machines. C'est exactement ça en fait. Quand on veut faire quelque chose de différent des autres, on n'a pas forcément toujours budget illimité pour tout faire tout ce que font les autres, plus faire autre chose. Bah, parfois en fait, c'est intelligent de pas faire quelque chose que les autres font très bien. Si on prend l'exemple des ERP, moi, c'est quelque chose qui est très flagrant chez moi. Je les trouve très médiocres sur plein de choses. En tant que CRM exclusivement, ils sont mauvais. En tant qu'outil de gestion des finances, ils sont mauvais. En fait, quand on les prend, enfin, chaque brique isolée, en fait, ils sont jamais aussi bons. Je vais pas dire, c'est peut-être pas mauvais, mais ils sont pas aussi bons qu'un outil qui est spécialisé, un outil qui est spécialisé dans le CRM ou qui est spécialisé dans la gestion RH sera toujours meilleur que un outil qui va tout regrouper, qui va avoir la prétention de tout faire. Après, on peut en trouver des qui sont spécifiques pour notre entreprise, qui fonctionnent très bien, mais voilà, vouloir tout faire, bah, parfois c'est mal faire en fait, ou faire moyennement chaque chose. Peut-être que dans ma salle de sport, en fait, tu disais un truc qui était très intéressant, c'est les gens trouvent qu'il s'y passe beaucoup de temps. Bah, pourquoi est-ce que je mettrais pas ma salle de sport de façon à ce qu'elle prenne moins de temps? Donc le cardio, bah, t'as qu'à courir pour venir, pas de douche, pas de machin, tu viens, tu fais ton sport, tu t'en vas. Et en fait, chercher au maximum au milieu de la salle d'avoir les moins de pertes de temps. Par exemple, les temps d'attente, trouver un moyen de les occuper, enfin entre deux exercices, avoir le moins d'attente pour avoir une machine, etc. Et faire une salle où justement où le temps est optimisé, par exemple pour ceux qui sont pressés. Et donc bah, potentiellement ça inclut le fait d'enlever des services ou de rajouter d'autres, par exemple pour ceux qui sont aussi pressés pour faire la lessive, et donc du coup je vais leur fournir des serviettes et ils n'auront pas à faire leur lessive à la maison de serviettes. Effectivement. En fait, il y a des exemples comme ça c'est très intéressant. Il y a un exemple qui est donné de manière assez classique en fait dans cette notion de sang bleu sur le renoncement, c'est l'exemple du Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil, c'est le cas typique de l'océan bleu, Mm. avec la réflexion vraiment stratégique sur l'océan bleu. En gros, avant le Cirque du Soleil, qu'est-ce que c'était qu'un cirque? Des enfants, des animaux. C'est ça, des enfants, des animaux, éléphants, chevaux, etc., des clowns. Et peut-être quelques acrobates avec prise de risque, Oui, mais les acrobates, ça amuse pas trop les enfants. effectivement. Donc à Mais petite dose et bon, puis voilà, voilà, il y en avait peut-être un ou deux des numéros comme pour ça, les ou parents. Diabolo, ou des trucs comme ça, mais voilà. Et du coup, le Cirque du Soleil, la réflexion qu'ils ont eue, c'est de dire, OK, on va prendre tous les numéros, justement, qui étaient rares, et on va faire que ça. Donc, on va renoncer aux animaux, on va changer de cible, on va aller chercher plutôt les parents, les adultes, Mm. faire quelque chose de très artistique, et on va augmenter le prix. Donc, il y a une différenciation sur la caractéristique prix, en rajoutant des services en particulier avec, je sais pas moi, la notion de musique, peut-être de chant, etc., qu'il n'y avait pas dans les cirques standards. Donc, on voit bien qu'il y a cette notion de un renoncement à certaines choses,
C'est-à-dire, le cirque avant, c'était associé à animaux. Eux, ils ont dit: «On est un cirque, mais on n'a pas d'animaux». Donc c'est vraiment quelque chose qui était, vraiment à l'opposé de ce que faisait le marché et de ce que aussi, s'attendaient les gens. Et ensuite, à la place, le remplacer par des choses nouvelles ou augmenter certaines choses qu'il y avait, avant, mais qui étaient peu représentées. Ouais. Du coup, avec ça, en fait, ils ont une cible différente, un pricing différent, un spectacle différent et des coûts de gestion aussi différents parce que des animaux, ça coûte une Exactement. fortune entre l'entretien, l'acquisition, la sécurité, les entraîner, etc. Enfin, C'est ça. Et du coup, ils se sont fait un nom finalement petit à petit par rapport à un positionnement, hyper intéressant et surtout hyper rentable comme tu es en train de le dire. Et du coup aussi, il y avait la possibilité de mieux payer les artistes et donc d'avoir les meilleurs artistes avec, du coup, des personnes qui se Ouh, on a une artiste là qui s'incruste. c'est ça, avec des personnes qui décident du coup de consacrer leur carrière à l'acrobatie, à des choses comme ça et en faire un métier qui rapporte beaucoup d'argent alors qu'avant c'était, les métiers du cirque étaient des métiers, relativement modestes. Et d'ailleurs, j'aborde ce sujet pas pour rien, cette notion du coup de oui, mais au début, les personnes associaient animaux à cirque. Donc si on fait une affiche de cirque en disant: «Chez nous, il y a pas d'animaux», il y a quand même un gros risque que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, en effet, ça doit pas être évident, en fait, de justement arriver avec ce concept complètement différent qui va peut-être manquer, moins intéresser du coup les parents qui avaient l'habitude de venir avec leurs enfants. Il y a beaucoup d'éducation quand même et de pédagogie à faire. Et il faut réussir à attirer les premiers qui vont venir voir. Il faut réussir à déclencher un bouche à oreille. C'est pas forcément facile, sachant que potentiellement c'est un choix qui, s'il est fait pour des raisons financières, l'entreprise n'a pas forcément du budget, je parle pas forcément du Cirque du Soleil, n'a pas forcément un budget publicitaire conséquent. Exactement. En fait, ce qui se cache derrière la notion de stratégie océan bleu, il y a cette notion de transition. Transition externe et transition interne. La transition externe, c'est justement amener les, clients, la cible, à comprendre en fait qu'il y a un nouveau produit qui est là pour eux. Comme on parlait pour le cirque, déjà il faut convaincre des adultes à aller au cirque tout seuls alors que c'était associé à quelque chose d'enfantin Mm. et ensuite les convaincre de payer plus cher pour ça. Mm. Pour ne finalement pas avoir d'animaux. Ça fait quand même, beaucoup de critères, compliqués. Il y a eu un autre marché comme ça où il s'est passé le même type de choses, hein, c'est, le marché des jeux vidéo. Sur les jeux vidéo, il y avait une connotation enfant, ado ou jeunes adultes à la limite, un peu geek, voilà. Et quand Nintendo a sorti la Wii, ils se sont dit, bah, c'était une stratégie au sang bleu. Ils ont travaillé sur le fait de sortir un produit, cette fois-ci, pour toute la famille, y compris des personnes âgées. Et on l'a vu dans les publicités, ils mettaient en scène des familles entières avec des personnes avec des cheveux blancs ou gris pour montrer que le jeu vidéo est aussi fait pour tout le monde, pour participer à plusieurs, en famille, etc. Ils ont simplifié du coup aussi les commandes. Ils ont sorti des jeux pour le cerveau, pour le poids, pour le faire du yoga, etc., etc. Plein de jeux qui sont destinés à cette cible-là. Et donc c'est comme ça qu'ils ont réussi petit à petit à amener le jeu vidéo dans une tranche de la population qui, à la base, sur le papier, n'était pas du tout prête à ça. Tout à fait. Attends, avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à te parler d'une opportunité pour les entrepreneurs ambitieux. Découvre le parcours du dirigeant. Bien plus qu'une simple formation en ligne, c'est un tremplin pour développer tes compétences entrepreneuriales et accélérer le succès de ton business. Ce qui nous distingue, nous te fournissons des méthodes éprouvées et des outils concrets pour accélérer ta réussite et pour optimiser ton efficacité. Et surtout, une communauté d'entrepreneurs passionnés prêts à relever le défi. Si tu veux transformer ta vie d'entrepreneur, il n'y a qu'un pas à faire, Rejoindre le parcours du dirigeant. Va sur cette page et commence dès aujourd'hui ton voyage vers le succès avec nous. Bon, concrètement, comment on fait pour mettre en place cette stratégie ensemble? Alors, d'abord, comme pour toute stratégie de réflexion sur des offres, on va pas rappeler client cible, enfin, ce qu'ils ont leurs besoins, etc. Enfin, tout ça, il faut le savoir, le connaître. L'idée, c'est de se dire, ma cible, en fait, pour ce besoin, quelles sont les différentes solutions qu'elle a. Par exemple, si c'est être fit, elle peut aller au sport, aller courir, faire un jogging, acheter des cassettes ou s'abonner à des trucs qui font du sport à la maison, etc. Donc, quelles sont les différentes solutions, quels sont les différents pricing, quels sont les différents aspects qu'adressent les différentes solutions. Et en fait, finalement, c'est un petit peu réfléchir, analyser la concurrence, mais surtout aller plus loin que la concurrence primaire, mais réfléchir concurrence secondaire, parce que c'est là où on va trouver en fait Tout à fait. des Il y a, choses il y a des intéressantes. concurrents aussi dans la concurrence indirecte. Faut vraiment y penser. Quand on fait, j'en sais rien moi, un resto par exemple pour les gens qui sortent le soir, faut savoir qu'on est en concurrence aussi avec les boîtes de nuit, on est en concurrence avec les cinémas, on est en concurrence avec les bars-cafés, etc. Et donc l'idée, c'est d'apporter une solution complémentaire ou quelque chose en fait que peut-être les autres ne font pas, quitte à sacrifier des choses que les autres font et qui existent ailleurs. Par exemple, entre la salle de sport
et faire du sport à la maison ou tout seul, il y a pas cette motivation, et cetera. La salle de sport, il y a le trajet, il y a le temps, il y a, le prix qui est cher, et cetera. Peut-être qu'on peut y rajouter, j'en sais rien moi, la convivialité et du coup, je crée une salle de sport qui est, à proximité, salle de sport de quartier où, les gens vont venir prendre le thé en pédalant avec d'autres personnes en discutant. Donc peut-être que je pose les machines, en cercle, avec, le petit refill de thé, c'est une idée complètement absurde. Si vous voulez créer l'idée, vous me direz. Mais, vraiment, il faut rajouter un aspect qui est complètement complémentaire, qui n'est pas du tout abordé par les autres, quitte à sacrifier, en fait, des choses que font les autres, par contre. Donc, Exactement. là, dans mon exemple, je peux sacrifier la piscine, le sauna, tout ça, pas forcément besoin. Ok. Dans un premier temps, comme tu le dis très bien, il y a cette étape d'analyse. Analyse concrète d'un besoin pour une cible et quelles sont les solutions qu'ils ont pour répondre à ce besoin avec, du coup, des futurs potentiels concurrents qui doivent être listés, concurrents directs et indirects. Et en fait, pourquoi c'est important d'analyser ça? C'est qu'on va lister les caractéristiques de ces offres, des offres de tous ces concurrents et les positionner. C'est quoi le positionnement tarifaire? C'est quoi le positionnement sur le service, sur la qualité, sur le service après-vente, sur tout un tas de critères de l'offre. Alors, la difficulté, finalement, c'est de choisir ces critères. Mais au bout d'un moment, il faut bien travailler et réfléchir dans Choisir, ces je dirais plutôt identifier, oui. choisir et identifier, effectivement. Et ensuite, on prend ce qu'on pense inutile par rapport à ce qu'on veut proposer. On le supprime. Et c'est important de faire ce choix de le supprimer. Au moins une caractéristique, si ce n'est plus. Et on va essayer de travailler sur de nouvelles caractéristiques qu'on veut apporter. Et ces nouvelles caractéristiques, on n'est pas obligé de les inventer. Il faut faire la différence entre innovation et invention. Quand Apple a créé l'iPhone, le téléphone existait, la notion d'application sur un device existait, et tout ce que proposait l'iPhone existait. Ils ont juste assemblé les choses correctement pour tout combiner et en faire l'iPhone. Cette combinaison-là, c'est de l'innovation, c'est pas de l'invention. Ils n'ont pas inventé quelque chose. Là, c'est pareil. Quand on travaille sur la stratégie Océan Bleu, on n'est pas là pour inventer des nouvelles choses. On est là pour combiner. C'est beaucoup plus facile. Donc, c'est tout à l'heure quand on disait cinéma plus sport. Ça, c'est une combinaison où on va, à la base, en parlant de sport, aller chercher de la concurrence indirecte, qui sont les cinémas, parce que le cinéma, c'est quand même plus intéressant que faire du sport pour certains. Et du coup, dire pourquoi pas proposer les deux en même temps. Ouais. C'est vrai que l'iPhone, en fait, c'est un super exemple. En fait, ils sont arrivés dans un marché où il y avait un concurrent qui aujourd'hui n'existe plus, il me semble, qui faisait tout. Ouais. Il faisait les appels, les emails, la calculatrice, les applis, enfin tout. Et ils sont arrivés, ils ont fait un truc plus joli, tactile, mais moins bon sur quasiment tout. Je crois qu'à l'époque, c'était de la 3G, ils n'avaient pas de 3G. Vraiment, ils étaient moins bons sur tout. Sauf qu'ils sont arrivés avec un objet qui était plus sexy, qui te faisait plus envie, qui faisait plus, dans l'ergonomie, était bien plus agréable, on va dire. Et voilà, ils l'ont mis dans toutes les mains. Et puis, une fois qu'ils se sont positionnés en tant que précurseurs là-dessus, ils n'ont plus qu'à améliorer. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, quand on regarde concrètement les iPhones versus des appareils haut de gamme des autres marques et des autres technologies, ils sont en dessous encore. Hein. Ils arrivent toujours après à intégrer des améliorations. Oui, effectivement, en fait, c'est ce que tu dis, c'est que Apple, à chaque fois, ils sont arrivés après d'autres marques. Donc, par exemple, pour ne citer que, il y a Nokia, BlackBerry, etc. Mais ils ont rajouté un petit truc dont les premiers acteurs ne croyaient pas, par exemple, ou se disaient c'est pas le bon marché. Et eux, en rajoutant ça, en faisant la bonne combinaison, vont sortir du lot, être sur une stratégie Océan Bleu et finalement gagner un marché où ils étaient loin d'être les premiers à la base. Exactement. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui les stratégies d'Apple, ce que tu dis, c'est que ils vont toujours inclure des technologies supplémentaires après qu'elles aient été éprouvées par des concurrents, directs ou indirects, et ils vont jamais être ceux qui vont apporter l'innovation en premier. Et quand c'est le cas, en général, ça leur réussit pas trop. On parlait tout à l'heure de jeux vidéo, c'est un petit peu le cas aussi pour le jeu vidéo, où Nintendo va être un petit peu l'entreprise innovante qui va apporter des nouvelles technologies, et Sony vont plutôt avoir un positionnement suiveur en disant vu que Nintendo fait ça et que ça a l'air de marcher, alors on va l'intégrer nous aussi. En fait, en tout cas dans le contexte de l'iPhone, c'est que je trouve qu'en fait, quand ils développent la chose et qu'ils la mettent en place, généralement c'est plus joli, plus intuitif, et puis finalement mieux intégré dans le système, plus agréable. Et surtout, c'est plus sécurisé dans le sens où là où les autres vont le développer et le mettre en place et potentiellement... on a droit quand même au open source, on a sur les autres appareils, alors que pas sur Apple. Exactement. Pour illustrer finalement toutes ces notions qui viennent de la stratégie Océan Bleu avec l'iPhone, ils ont choisi un positionnement tarifaire différent, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt sur le haut de gamme avec des prix qui sont très élevés. Ils ont choisi
choisi des caractéristiques qu'ils ont retirées, du genre la sortie jack. Ils ont été un des premiers en fait à retirer cette sortie là, des téléphones, donc on pouvait plus en théorie écouter la musique directement en branchant un casque sur le téléphone. Ils ont aussi retiré la notion de batterie amovible. Ça a été un des premiers. Donc, il y avait des choix stricts en termes de design, en termes d'architecture par rapport aux concurrents. Mais à côté de ça, ils vont avoir des caractéristiques qui sont les seules à faire sur le marché. Par exemple, quand on a un Mac, le téléphone peut en un clic devenir la webcam, alors que pour Il transformer... n'y a pas de clic, ça se fait naturellement. Voilà, c'est encore mieux. Alors qu'avec n'importe quel autre téléphone sur n'importe quel autre ordinateur, il va falloir installer un certain nombre de choses avant de pouvoir espérer avoir le téléphone qui se transforme en webcam. Tout à fait. Donc c'est un exemple typique de toute la stratégie Océan Bleu, de la modification comme le positionnement de tarifaire, de la suppression ou de renoncer à certaines caractéristiques et en apporter de nouvelles. Ouais. Ils ont aussi renoncé, comme on disait, au fait d'être précurseur sur certaines fonctionnalités. On peut se souvenir par exemple de la reconnaissance faciale. Ça faisait longtemps que c'était sur Android, hein. Exactement. Alors qu'elle a été déployée sur Apple que 2 ou 3 ans plus tard. Des iPhones pliables, il n'y en a pas, alors qu'il y a beaucoup d'autres marques qui en ont et qui en ont depuis un moment. Du coup, changeons un petit peu de sujet. Je voulais aborder une notion en fait qui est stratégie Océan Bleu. C'est pas uniquement je me réveille un matin, je veux lancer une offre, boum, c'est quoi la stratégie Océan Bleu? En fait, il y a une notion, moi j'avais découvert côté innovation, et puis je la retrouve aussi dans ce côté Océan Bleu, c'est le fait de constamment être en train d'innover et constamment être en train de réfléchir et de lancer des choses nouvelles sur les marchés. Pourquoi? Parce que, en fait, oui, quand tu lances ta nouvelle salle de sport où tu peux prendre du thé, etc., tout le monde te regarde comme un fou, tous les concurrents te regardent comme un fou. Et puis, au final, quand ils se rendent compte, en fait, ça marche bien. Et si je transformais moi aussi ma salle, si le ticket d'entrée n'est pas très difficile à atteindre, en fait, il y a des copieurs qui arrivent. Exactement. Et donc, il faut avoir son prochain Océan Bleu qui arrive pour remplacer. Apple a été super là-dedans. On a eu l'iPod d'abord, puis iTunes, on a eu l'iPhone, puis l'iPad. Ils ont toujours quelque chose qui arrive. Je suis pas en train de dire que iPod c'était innovant. Il y avait déjà, on avait tous des MP3 avant et des voilà, mais Oui, effectivement, tu as raison. Le principe même de la stratégie Océan Bleu, c'est pas un one shot. C'est pas on le fait une fois et c'est terminé. C'est un processus à mettre en place sur la durée. Tout simplement parce que un Océan Bleu devient rouge à partir du moment où il a été créé. bah oui, ça fait C'est-à-dire le que POC en fait. exactement, dès qu'on est précurseur sur une façon de faire les choses, on va avoir des gens qui vont l'analyser et qui vont se dire je veux faire la même chose. Et donc, soit on accepte du coup d'être les pionniers et de rester dans l'océan rouge qu'on a créé à la base, parce qu'en fait, en étant les premiers, du coup, on a quand même une empreinte, une image, etc. Soit on décide vraiment de porter cette logique de stratégie Océan Bleu au sein même de l'entreprise. Et à ce moment-là, il faut mettre un processus d'innovation continu pour sans arrêt réfléchir Océan Bleu. Pour sans arrêt se dire, OK, je suis prêt à créer des nouveaux produits dans cette même logique de suppression de caractéristiques, création de nouvelles caractéristiques. Après, on peut aussi avoir de la chance et tomber sur un marché où finalement personne ne veut nous suivre. Et à ce moment-là, il faut continuer. Mais Là où bon, il y a de l'argent, c'est ça. tu seras forcément suivi. Faut pas rêver. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet en fait. Il y a encore beaucoup à découvrir, hein. On n'a pas vraiment fait le C'est ça. tour. Je vous laisse aller regarder ce bouquin qui en parle très bien. Il y a plusieurs notions, hein, d'ailleurs qu'on n'a pas abordées, comme le canevas stratégique et tout ça, vous découvrirez là-dedans. On recommande en tout cas vraiment cette logique de stratégie Océan Bleu, ne serait-ce que pour comprendre en fait comment réfléchir innovation, comment essayer de se démarquer dans son marché, etc. Et surtout dédramatiser la notion de différenciation, c'est-à-dire que vraiment comprendre que sortir du marché de ce que font les autres, c'est pas forcément être radicalement opposé, mais c'est peut-être parfois juste tout simplement faire un pas de côté et ça suffit. Souvent, c'est plus facile en fait de faire le pas de côté une fois qu'on a la bonne idée que d'essayer d'être meilleur, plus fort, moins cher, etc. que les Voilà. autres. Et surtout, ce livre explique que c'est un processus. Ce n'est pas une question de bonne idée. Ce n'est pas une question d'idée de génie, comme on pourrait dire. En fait, non, c'est un processus, c'est un travail à faire en continu qui permet petit à petit de se détacher de l'océan rouge. D'accord. Donc tu le recommandes à tous ceux qui cherchent leur idée géniale pour créer une entreprise. Exactement. Plutôt que d'attendre, lisez ce bouquin. Tout à fait. Si Euh, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. On sera ravis d'y répondre. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord ou également prendre rendez-vous avec nous si vous voulez qu'on aborde le sujet plus en détail en tête-à-tête. Et pensez à liker, commenter, suivre, s'abonner. Exactement. Et Et on vous retrouve dans la prochaine vidéo. à bientôt. À bientôt.